Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilimbe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, comme tous les samedis, pour bien finir la semaine et pour bien commencer le mois de juin, on fait notre crypto rapport hebdomadaire habituel. Et ici, on va s'intéresser principalement à tout ce qui est Bitcoin, mais d'un point de vue news, catalyseur, on va dire, je peux même pas dire fondamentaux en gros, mais tout ce qui est éloigné des charts, donc des graphiques, et voir réellement tout ce qui se passe réellement dans l'écosystème, tout ce qui gravite autour du Bitcoin au niveau global. Donc on va s'intéresser à tout ce qui se passe au niveau de tous les continents et bien plus particulièrement aussi au niveau des institutions, vu que ce sont elles qui dernièrement sont en train de faire beaucoup parler d'elles. On les voit sortir de l'ombre et réellement avoir de plus en plus d'intérêt par rapport au Bitcoin et commencer à mettre des gros moyens dedans, donc au niveau du capital. Et donc, avant que ce soit Wall Street directement, bon, on voit que le capital est d'abord concentré à Silicon Valley, qui est là pour venir supporter les startups qui sont en phase embryonnaire et réellement leur permettre d'avoir accès à du capital et développer des projets qui sont super intéressants. Et on voit ici qu'on a une deuxième phase au niveau des cryptos. C'est qu'on avait premièrement les cryptos comme le Bitcoin qui viennent perturber l'ordre établi, donc changement de paradigme par rapport aux monnaies fiat, et ainsi de suite, nouveau système bancaire, financier, tout ce que vous voulez. Mais maintenant, on voit de plus en plus qu'il y a des utility tokens et des security tokens, donc ils sont plus en phase avec ce que les investisseurs classiques, on va dire ça comme ça, connaissent au niveau des actifs financiers et on voit que cela est de plus en plus développé et on voit beaucoup d'intérêt. Premièrement, de la phase Wall Street qui, n'en rentrant pas directement dedans, donne une partie du capital qui va dans le capital risque qui lui est basé à Silicon Valley, donc San Francisco, et qui lui prend ce risque initial afin d'amener ses startups réellement à l'émancipation et après passage à Wall Street. Ok, donc voilà, et bien sûr par après, Wall Street va pouvoir commencer à avoir les produits adéquats et investir. Donc là, vous voyez déjà ce qui se passe avec le Bitcoin et tous les dérivés du Bitcoin. Donc ça, on regardera ça demain dimanche. Donc voilà, d'un autre côté, qu'est-ce qui est aussi, si c'est la première fois que vous croisez mes vidéos ou mon canal YouTube, je vous invite vraiment à regarder et à explorer tout ce que l'on a en archive dans le canal. Donc c'est le Trading Wall Street TV. Rappelez-vous, c'est un canal éducatif et informatif. Et ici, vous voyez que tous les jours, au quotidien, je suis là ici avec vous, enfin de partager mon expérience. Et on est là pour toute la communauté. C'est une communauté intelligente et donc on apporte tout ce que l'on peut apporter. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et donc voilà, donc vraiment profitez de tout ce qu'il y a. Vous êtes super intelligent avec tout ce que je suis en train de faire au quotidien et tout cet apport qu'il y a au quotidien. Vous avez de quoi vous faire un hyper ultra master en tout ce qui est trading, investissement et ainsi de suite. Pourquoi? Rappelez-vous que le trading, il existait avant les cryptos et que les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Et donc ici, moi venant, on va dire, du monde de l'ancienne, tout ce qui est bourse classique, ainsi de suite, moi ainsi que mes partenaires ici au www.justitium.com, et ben voilà, ici dans la partie francophone, c'est moi qui m'en occupe et c'est moi qui viens amener ici notre expérience. Et donc on le partage ici avec vous au quotidien. Donc là, voilà, ça va vous orienter, vous inspirer et vous permettre de vous familiariser avec la terminologie, les concepts et les mécanismes qui sont derrière les marchés financiers. Donc rappelez-vous, l'éducation financière est clé et toujours prendre vos décisions sur base d'éducation financière, c'est un must et c'est un plus. Donc ici, on va commencer notre crypto rapport. Et bien sûr, avant aussi, vous savez bien que la promotion maintenant, elle est finie. Donc la promotion sera finie. Je l'ai dit, je rajoute encore 24 heures. Donc aujourd'hui, c'est samedi, je l'avais dit. Donc là, chose due, chose promise. Aujourd'hui, j'avais dit que c'était le samedi, donc c'est notre dernière émission de la semaine. Donc on va laisser cette journée ici, donc aujourd'hui minuit. Donc à partir de demain dimanche, là, il y aura déjà, comment dirais-je, les nouveaux prix qui sont là. Donc ouais, j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui sont venues et qui ont tiré profit et bénéfice, surtout qui en ont profité de pouvoir avoir les vidéos modules à bas prix et d'autres qui avaient déjà des intérêts par rapport à tout ce qui était consulting, ainsi de suite et tout ça. Donc voilà, elle est la solution active et les Global Crypto Research. Donc voilà, c'est là, c'est pensé pour vous. Et pour tout ce qui est consulting à la carte, ainsi de suite. Donc sachez qu'à partir de demain, dimanche, le tout va récupérer le prix plein. Et ceux qui étaient déjà inscrits, donc ceux qui étaient déjà clients, qui avaient souscrit à un service, une solution, voilà, auront une promo personnalisée par rapport au service s'ils veulent faire une actualisation. Donc pour tout ce qui est consulting ou solution active. Donc voilà. Et encore une dernière chose, une dernière annonce que je dois vous annoncer, c'est que je suis pour le point comment dirais-je, de laisser tomber le côté paiement alternatif via Ticktail, vu que j'ai eu un échange d'emails avec eux et selon eux, le business model ici comporte des risques pour le risk management. Donc, je ne vois pas où vendre des rapports comporte des risques et que ce soit juste les personnes qui doivent être là pour
faire le process des paiements, ben voilà, comme ils m'ont dit, ben, il y a un certain risque pour eux, donc ils doivent voir si oui ou non, si oui ou non, mais ouais, que là, lorsque ça commence à être ambigu comme ça, ben donc voilà, donc là, l'alternative de paiement via Tixtail, elle est off, donc pour le moment, on revient, enfin, on va maintenir hein, tout ce qui est PayPal, et on va regarder, bien sûr, ben, d'autres alternatives de paiement, ben, pourquoi? Selon l'endroit où vous êtes dans le monde et selon vos préférences, ben voilà, ici, j'essaie d'être flexible un maximum, et de pouvoir permettre, on va dire, à tout le monde de pouvoir avoir accès comment dirais-je, aux services et aux solutions et de pouvoir payer ben, comme bon lui semble. Donc là, on essaie vraiment d'avoir un éventail d'alternatives et que ce soit le plus confortable pour vous. Et là, je vous le dis déjà, là, on va voir comment ça va être mis sur place. Je suis en train de regarder une solution pour pouvoir payer directement à travers crypto. Et vous voyez que lorsqu'on paie à travers crypto, et là, je pense notamment au Litecoin. Excusez-moi. Là, je pense notamment au Litecoin. Pourquoi? Parce que voilà, hein, c'est rapide, c'est peu coûteux, faible transaction, mais maintenant, vu la volatilité, il faut avoir quelque chose qui maintienne le prix. Donc, par exemple, ici, lorsque le prix reviendra donc pour les vidéos modules à 150 euros, vous voyez qu'à un moment donné, c'était la valeur d'un Litecoin. Maintenant, ben voilà, c'est en train de fluctuer. Donc, voilà, c'est vraiment comment est-ce que je pourrais avoir une application. Donc, il y en a pas mal maintenant qui sont là, hein. Donc, on va voir si Charlie Lee tient ses promesses et faire en sorte de pouvoir intégrer cela et voir comment cela puisse être fait. Donc, voilà, on va regarder ça et on va pouvoir là, je vais mettre ça sur place, on va dire, au courant de cet été. Donc, il y aura pas mal de réformes ici au niveau de la page web et de pas mal de choses. Donc, voilà, on va voir comment cela va être intégré. Et surtout, pourquoi? Ben, pour, vous voyez qu'il n'y a pas la blague de oui, j'ai payé 10 000 cryptos de je ne sais pas quoi, comme les 10 000 bitcoins pour deux pizzas. Et maintenant, ben, vous voyez vous voyez ce que ça vaut. Donc, voilà, on va toujours faire en sorte que vis-à-vis du fiat, eh ben, ce soit juste la valeur en crypto qui fluctue. Donc, imaginez-vous maintenant, ben, allez, quand le Litecoin était à 150, eh ben, c'est un Litecoin. Si le Litecoin venait à monter ou à baisser, ben voilà, hein, ce serait 0, je sais pas combien de Litecoin, ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, ça fluctue toujours par rapport à un prix fixe en fiat. Donc voilà, et que le prix en crypto s'ajuste. Donc là, je pense au Litecoin et on verra pas mal de choses. Donc, vous voyez que là, le Litecoin, c'est super répandu, c'est facile à voir, c'est pas trop coûteux et ainsi de suite. Et voilà, hein, avoir de wallet à wallet ou un truc pareil. Mais bon, on va voir comment est-ce qu'on va intégrer ça. Ok, bon, voilà, ça a été des longs speeches d'entrée, ainsi de suite. Donc, rappelez-vous, la fin de la promotion aujourd'hui, ce sont les dernières 24 heures. Et voilà, pour le moment, c'est que 100% tout ce qui est PayPal. Si jamais réellement il y a quelque chose ou il y a un problème par rapport à ça, ben, contactez-moi directement par email, faites-le moi savoir. Et voilà, donc si vous voulez réserver des places ou réserver un truc ou quoi que ce soit, ou quoi que ce soit, donc ouais, vous me le faites savoir. Vous avez tout ce qui est email, ainsi de suite, hein, pour me contacter. Vous avez tous les WhatsApp, le numéro de téléphone et un email ici en description de vidéo, donc n'hésitez pas. Ok, donc voilà, maintenant on y va, on commence et on continue toujours hein, dans ce côté, comme on a commencé depuis un certain temps. On est très Wall Street, très qu'est-ce qui se passe à Wall Street, qu'est-ce qui se passe réellement, comment ils voient les choses, le consensus, les effets du consensus, le post-consensus maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc voilà, c'est ce que tout le monde a en tête, hein. Wall Street, Wall Street, Wall Street, qu'est-ce qui va se passer? Et ouais, donc il y a beaucoup de choses à voir ici, hein. Donc on y va directement. Maintenant, première chose, vous voyez le prix. Vous voyez que durant la semaine, on parlait des 7500. Rappelez-vous, on a touché le bottom des 7000. Maintenant, on est en train d'arriver aux 7500. Vous voyez qu'on est à 7600 maintenant. Donc rappelez-vous, c'est quoi ça? C'est le short covering. Tout ce qui était short arrivé à un moment donné. Donc les 7000, c'était un multiple bottom comme vous avez vu. Et là maintenant, on couvre nos shorts. Donc là, vous voyez qu'on est en train de monter. Rappelez-vous, on a parlé de 7500 et on disait qu'on pouvait atteindre les quoi? Les 7900, voire les 8000. Pourquoi? Interaction avec les moyennes mobiles. Donc ça, revenez demain et on va aller bien plus en détail avec cela. Donc on va continuer nos analyses. Si c'est la première fois que vous avez vu ça, regardez tout ce qu'on a fait depuis dimanche passé. Et vous allez voir réellement comment est-ce qu'on est arrivé à ce raisonnement et ainsi de suite. Donc vous voyez que la première phase, le 7500, on est tip top dessus. Donc on va voir réellement bah, comment ça va continuer. Rappelez-vous, on va par phase ici. Ici, on est en train de chercher, comme vous voyez ici l'article, hein, un bottom. Pour certains analystes, vous voyez que maintenant, ils sont très confus. Rappelez-vous que dans un premier temps, on parlait de l'historique du Bitcoin et de ses cracks de 90%, donc de ces fortes corrections de 90%. Donc là, si on retourne à la moyenne début janvier 2018 des 20 000, 90%, ça nous donne les 2000. On a, nous, analysé un peu plus, donc là c'est par rapport au Global Q Research, et bon là c'était quelque chose de bien répandu, hein, de quoi bah, d'un Bitcoin, où on dirait bah non, 2000 pour non, selon Bloomberg Intelligence, c'était 1000 $, voire 900 $. Une chose. Donc vous voyez qu'on parle de 2000 $, 1000 $, 900 $.
Maintenant, après le consensus, et rappelez-vous, depuis, c'est Tom Lee, si je ne me trompe pas, oui, de Fundstrat, et lui, c'était quoi? Ben, tiens, le Bitcoin va recommencer à décoller maintenant, vis-à-vis de quoi? Ben, vis-à-vis de l'événement consensus à Wall Street, et fin de l'année, il irait à 25 000. Arthur Hayes de BitMEX lui parlait d'un Bitcoin à 50 000 fin d'année. Maintenant, ici, on a un analyste qui nous parle de 5 700, que pour lui, le Bitcoin n'a pas encore fini sa baisse, que là, c'est un short covering, qu'on va toucher certains niveaux de résistance et qu'on va retourner plus bas et retester les 5700 et qu'on va rebondir à partir de là. Vous voyez ici, et il parle un peu des choses, enfin, on se rejoint à certains niveaux, hein. Rappelez-vous, on avait les niveaux des 6000, il fut un temps, donc avant la montée du mois d'avril, on avait quoi? On a rejeté les 10 000 $ de résistance, donc là, on est d'accord avec lui. Et d'un autre côté, ben, qu'est-ce qu'il y a? Ben, pour lui, il voit des prix bien plus bas. Maintenant, on a le test des 7000, et il y a la résistance, enfin, l'ancien support des 6500 et des 6000, et potentiellement pouvoir aller encore bien plus bas, aller au niveau des 5000. Ok, donc là, voilà. Donc là, maintenant, il est en train de parler de pas mal de choses et pourquoi est-ce que lui voit ben, ces niveaux-là clés. Donc là, bon, voilà, il s'est expliqué un peu sur ce qui se passe. Vous voyez, le NVT, ici, comme vous voyez là, le High NVT signal. Donc NVT, c'est quoi? Ben, c'est le Network Valuation Divided. Donc c'est quoi? Ben, c'est la valeur réseau. Rappelez-vous qu'on a vu que le Bitcoin maintenant est vraiment très, très, très connu au niveau de quoi? Ben, de la valeur réseau. Donc des utilisateurs qu'il a et du buzz qu'il a. Un peu comme Facebook, ben, la valeur réseau, c'est quoi? Ben, au plus il y a de personnes dans un réseau, au plus il est connu. Et donc là, par rapport à ça, ben, il y a la valeur réseau. Donc là, vous voyez que chaque analyste a ses métriques et ici, il faut être créatif. Pourquoi? Il n'y a pas énormément d'historique. On est dans une autre phase technologique. C'est pas comme analyser Apple ou Amazon ou Microsoft dans leur début. Ou avec la bourse où on a une longue historique, on peut remonter jusqu'au siècle passé. Ici, non. Ici, ce n'a que, bon, on va dire en gros 10 ans, voire 9 ans. Ouais, et donc là, c'est pas super évident. Et donc, il faut être ultra créatif. Oui, qu'on n'a pas de gouvernance au-dessus du Bitcoin, c'est décentralisé. Et voilà, il n'y a personne qui l'émet. Donc, vous voyez, c'est ça la nature décentralisée du Bitcoin fait que, bah, tiens, comment est-ce qu'on analyse la bête ici? Donc, voilà, c'est très, très, très dur de l'apprivoiser. Donc, on doit être ultra créatif. C'est pour ça que vous allez pouvoir voir des analyses qui vont dans tous les sens. Mais le but, c'est quoi? Peu importe ce que tu as comme analyse, la chose étant, c'est que si, est-ce que tu peux en profiter, oui ou non? Donc, le gros, c'est ça, hein. Donc, oui, tous ces analystes, ils reçoivent énormément d'argent pour analyser la chose, mais leurs clients, ils s'en foutent de ce que tu analyses, même si tu me fais une équation dans laquelle tu calcules la distance de la Terre, je sais pas, de la Tour Eiffel à la Lune, c'est pas notre problème. Le but du jeu, c'est fais-nous de l'argent. C'est tout. Donc là, c'est la même chose que je vous dis à vous. Peu importe ce que tu vas employer, peu importe ce que vous employez, le but du jeu, est-ce que, avec ce que vous faites, est-ce que vous pouvez anticiper les mouvements et être du beau côté du trade? Tout simplement, c'est ça. Ok, donc là, voilà. Donc ici, on a numéro un, il y en a un qui nous parle du Bitcoin 5700. Maintenant, on va à Funstrat et on prend le stratégiste technique, ce monsieur ici que l'on a à l'écran. Et lui, pour lui, il nous dit quoi? Que ça, c'est monsieur Robert Sluymer. Et lui, il nous dit que quoi? Que lui, il nous dit que le Bitcoin, pour lui, c'est le niveau optimal. C'est les 7000. Ici, on y est. Et qu'à partir d'ici, ben, tiens, on va avoir un bottom. Et à partir d'ici, donc, c'est-à-dire c'est notre support max. Et à partir d'ici, ben, on va remonter. Donc là, il y a des fortes probabilités pour cela. Ben, lui aussi, il vient et il explique sa thèse. Donc, il parlait un peu des 6000. Ouais, donc là, ce sont les niveaux que l'on a vus, hein. Donc, ouais, on regarde tous les mêmes graphiques. Donc, à la fin, on a tous la même chose. Il utilise son RSI. On a tous les mêmes indicateurs techniques, ainsi de suite. Donc là, voilà, chacun peut faire son interprétation par rapport à cela. Mais vous voyez que ce n'est pas le tout. Vous voyez que par rapport à ce monsieur qui reçoit des millions de dollars, des gros hedge funds, ainsi de suite, pour pouvoir analyser la chose. Et nous, ici, avec un Investing ou un TradingView, ou peu importe ce que tu utilises, ouais, qu'on a les mêmes outils, on regarde les mêmes graphiques. La seule chose étant, je me répète encore une fois, c'est quoi? C'est est-ce que vous pouvez bien anticiper les mouvements, capitaliser sur les mouvements et être du bon côté du trade. Tout simplement, c'est ça. C'est comment on les utilise et la finalité, c'est quoi? Faire de l'argent. Tout simplement, c'est ça. Ok, donc voilà, donc lui aussi, bah, pour lui, ici, bah, tiens, bah, le Bitcoin, on est arrivé à cela, et vous voyez que là, il y a pas mal de choses qui regardent aussi au niveau journalier, le RSI, comme vous voyez ici, vu qu'il a fait une intervention à Bloomberg, la moyenne mobile en journalier de 15 jours et celle de 200 jours, et voilà, pour lui maintenant, ben, c'est une résistance clé, et si on arrive à remonter au-dessus ici, ben, on va aller à la chasse de la moyenne mobile de 200 jours, donc vous voyez que ça nous remet, comme on a vu, enfin, comme nous on le regarde au quotidien,
ça nous ramène aux 10 000. Donc là maintenant, vous voyez par rapport au short covering ici, on est en train de remonter les 7 500, les 8 000 et on va voir si là on va pouvoir continuer à monter. Et le véritable test, c'est tant que le Bitcoin n'est pas au-dessus de 10 000, il n'y a rien d'haussier. On ne peut même pas parler d'haussier. Donc 10 000 d'un côté et 12 000 si on est plus ou moins au-dessus de ces niveaux-là. Vu qu'il y a pas mal de résistance à ce niveau-là. Donc là, tant qu'on n'est pas au-dessus de cela, ben voilà, il n'y a rien qui est fait. Et par rapport à son RSI, comme il disait, ben voilà, vous voyez qu'on décolle de la zone ici de sous-évaluation du RSI et on pourrait retourner à la hausse. Rappelez-vous qu'ici, il regarde la chose en journalier. Ok, donc là, voilà, il a soutenu sa thèse, donc vous avez le tout ici. Et rappelez-vous que Tom Lee, donc, qui est l'autre analyste avec lui, parlait de 25 000 $ pour fin 2018. Donc vous voyez que chacun a différents niveaux. Et pour eux, ben, pour lui, ici, ben là, ce serait le point d'inception du décollage. Donc voilà. Continuons maintenant, et ici il y a quelques vidéos que je partage avec vous, et ici c'est un webinaire qui a été émis par CoinDesk, et vous voyez CoinDesk qui émet pas mal de choses. Rappelez-vous CoinDesk qui appartient à Digital Currency Group, ce sont eux qui ont organisé l'événement consensus, ainsi de suite. Et ici, ben voilà, il y a un webinaire qui parle de quoi? Des ICO et de la régulation. Rappelez-vous, je vous parlais souvent que cette année 2018, ça va être une année dans laquelle on va faire la chasse aux ICOs frauduleuses, numéro un. Et numéro 2, à quoi? À tout ce qui est régulation au niveau international. Pourquoi? Ben, il faut réellement, d'un pays à un autre, ben, il se passe pas mal de choses. Vous voyez la Chine, ce qui s'est passé l'automne dernier en 2017, Japon, Corée du Sud, vous voyez dans différents pays, ici même en Europe, vous voyez tout le monde qui est en train de bouger, tenter d'aller à Malte, Hong Kong, ouais, bon là on ne sait pas ce qui se passe, donc là il y a énormément de choses à faire, il y a beaucoup de travail à faire, donc là c'est un aspect qui est très 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 délicat. Et donc, c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Pourquoi? Ça va nous impacter d'une manière ou d'une autre. Mais ça va arriver jusqu'à nous. Donc voilà, ici, je vous partage avec vous ce webinaire. Et c'est marrant ici, je me rends compte qu'ils avaient encore fait autre chose. Ça, j'ai pas vu cette vidéo-là, mais c'est intéressant. Ce qui a attiré mon attention, c'est ça. Vous voyez ici, il a mis un iceberg avec la partie émergente de l'iceberg et la partie submergée de l'iceberg. Vous voyez, c'est une analogie, comment dirais-je, que je partage souvent avec vous. C'est ça, on voit que tout le monde voit la partie, on va dire, émergente de l'iceberg, mais il y a une partie qui est submergée et c'est là où personne ne va. Et c'est réellement là où tout doit commencer. C'est vraiment à ce niveau-là. Donc, c'est super, super important de voir cela. Et ben voilà, je retiens cette vidéo et je reviendrai vers vous avec cela pour voir réellement quel en est le contenu. Donc, voilà. Donc là, ici, je vois qu'apparemment, ils sont en train de parler d'analyse et de trading, donc voilà, vis-à-vis des jetons. Donc, c'est quelque chose de super intéressant. Ok, donc continuons. Donc là, la vidéo de CoinDesk, autre vidéo ici. Et là, on va à Crypto Trader de Ryan Neuner. Et là, c'est l'épisode suivant. Après Consensus, maintenant, il est à Berlin. Berlin qui se veut aussi être un hub crypto. Il y a pas mal de projections basées à Berlin. Donc IOTA, l'équipe de Lisk qu'il a rencontré ici. Et pas mal d'autres projets. Et ici, bah, il a rencontré Bobby Lee, qui est le frère de Charlie Lee de Litecoin, qui est le boss de BTCC, le plus grand et ancien exchange qu'il y avait en Chine, qui est maintenant à bouger à Hong Kong. Et lui, il dit que le blockchain n'a réellement, comme il dit ici, hein, que le blockchain ne peut pas avoir d'application réelle. Donc ça c'est selon lui et il explique le pourquoi et le comment dans cette vidéo. Donc là voilà en direct de Berlin. Donc là c'est quelque chose de super 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 intéressant à regarder. Et donc voilà, donc là je vous laisse cela et comme ça vous allez pouvoir en profiter et voir un peu toutes les interviews qu'il a faites ici. C'est super intéressant, il a rencontré pas mal de personnes, surtout l'équipe de Lisk, hein, voir ce qu'ils font et pas mal d'autres choses. Donc c'est super cool. Donc Berlin c'est une grosse ville crypto. Continuons maintenant, autre vidéo que je partage ici avec vous, c'est celle-ci, Balancing the Ledger. Rappelez-vous, la semaine passée, on a vu cette vidéo ici avec le monsieur, le managing director du Grayscale, donc ceux qui font les ETF, donc les dérivés du Bitcoin, ETF GBTC, ETF sur cette crypto. Et ici, on va à un autre épisode. Et ici, il y a un personnage, on a déjà parlé de cette jeune femme ici, donc Amber Baldet. Très 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 importante cette femme. Pourquoi? Je vais vous rafraîchir la mémoire. C'est une ancienne JP Morgan. Mais qu'est-ce qu'elle faisait, elle, à JP Morgan? À JP Morgan, c'était elle qui était la chef de section de tout ce qui était blockchain. Et rappelez-vous que JP Morgan avait mis sur pied une blockchain privée pour eux et leurs clients et qui s'appelait Quorum, et enfin qui s'appelle toujours Quorum. Et que faisait le Quorum? Le Quorum était basé sur l'Ethereum blockchain. Et le côté privé
afin de pouvoir y mener à bien les transactions privées. Rappelez-vous que JP Morgan, c'est 6 trilliards de dollars par jour. Et c'est quoi? Ben, ils avaient le côté privé et anonyme du Zcash. Donc, vous avez déjà une utilité pour Ethereum, donc la plateforme blockchain, et Zcash pour rendre cela privé, anonyme et qu'on ne sache pas ben, les transactions qui sont faites. Et c'était cette jeune femme qui était à la tête de cette chose-là. Donc, elle bossait avec d'un côté avec l'équipe d'Ethereum et d'un autre côté avec l'équipe de Zcash. Et c'est elle qui faisait cela. Rappelez-vous que maintenant que JP Morgan, à travers, ont décidé de se défaire de Quorum, donc que Quorum soit une entité 100% autonome, donc elle ne soit plus sous, on va dire, comment on dit en anglais, l'umbrella, donc l'umbrella c'est le parapluie, donc sous la tutelle de JP Morgan, mais que ce soit un business réellement 100% autonome. Et donc là, il y avait quoi? Ben, si c'est 100% autonome, est-ce qu'on fait toujours partie de JP Morgan? Oui, non, oui, non. Ben, elle a pris les devants. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de bouger. Elle a monté sa propre boîte, Clover. Et Clover, ça fait quoi? Ben, Clover, c'est une boîte qui permet, qui facilite, on va dire, l'intégration et la création d'applications décentralisées, peu importe sur la blockchain sur laquelle tu veux te placer. Donc, vous voyez ici maintenant, elle parle de EOS, il y a Ethereum, il y a pas mal de choses. Donc, si tu veux créer une dApp, eh ben, eux, ils sont là pour t'aider. Donc, te manager et te guider dans tout cela. Donc là, vous voyez que vu qu'elle a beaucoup de connaissances en interne, ben, sa boîte est déjà en train de... Voilà, la boîte ici, on en parle. Hein, sa boîte ici est déjà en train d'avoir pas mal de succès. Elle est déjà en collaboration avec pas mal de choses. Rappelez-vous, elle, c'était elle qui faisait cela en interne pour JP Morgan. Et JP Morgan, c'est pas petit, c'est la plus grosse banque des États-Unis. Et donc, la personne, le cerveau derrière tout leur développement blockchain, c'est cette femme ici. Donc cette femme ici, on va dire quoi? C'est la continuité de Blade Masters. Donc ceux qui ne savent pas qui c'est Blade Masters, il faut remonter qui est Blade Masters. Blade Masters, je dirais même avant Roger Ver. Bon, lui, c'était le premier investisseur, mais la première, on va dire, prophétesse du blockchain, c'était Blade Masters à travers le monde, depuis qu'elle aussi a quitté JP Morgan comme elle. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Blade Masters aussi a lancé sa première boîte blockchain aussi. Donc, vous voyez qu'elle suit exactement les mêmes pas. Et donc, voilà. Donc, ils sont des personnes qui sont ultra, ultra bien connectées. Et donc, là, sa boîte à peine étant lancée. Et son Clover ici est déjà utilisé. Et durant cette interview, on lui a dit, bah tiens, mais pourquoi est-ce que tu ne lances pas une ICO? Elle a dit, non, j'ai pas besoin de lancer une ICO. Donc là, c'est déjà là. Vous voyez, comme il est Clover, donc ça donne les outils et les services nécessaires pour créer des dApps. Donc elle est en contact avec pas mal de projets blockchain, ainsi de suite, et elle est déjà dedans. Donc en gros, c'est quoi? Bah, c'est le ciment qui va permettre de, comment dirais-je, ouais, vous cimenter votre mur, et là, bah, vous allez pouvoir mettre toutes ces différentes briques, et chacune de ces briques est une dApps, et Clover, c'est le ciment. Donc si vous voulez faire un mur de projet, eh ben voilà, elle est là au centre. Donc c'est une personne super, super intelligente. Dans le prochain, donc dans le Global Crypto Research Q3, on viendra sur elle, donc on va faire un profil Amber Baldet et Blight Masters, voir un peu leur trajectoire au sein de JP Morgan, comment est-ce qu'ils ont bougé, comment est-ce qu'ils ont quitté cela, et réellement, qu'est-ce qu'elles font après JP Morgan. Je sais qu'en parlant de Blight Masters, il y a eu un livre hein, de Monsieur Jovanovic qui parlait de Blight Masters, et ainsi de suite, hein, et tout ça, mais là, lui, c'était dans l'aspect financier, mais il faut vraiment voir ce que Blight Masters fait après, ce qu'elle a fait pendant tout ce temps. Et depuis tout ce temps, Black Masters a une mission, et c'est la mission de quoi? Ben, blockchain. Avec le Quorum a été créé quoi? Ben, sur base de Black Masters, sur ses travaux et ainsi de suite. Et là, ben, c'est une autre jeune femme qui a pris la tête. Donc, vous voyez que là, c'est une femme que, enfin, ce sont deux jeunes femmes que j'ai suivies depuis déjà un bon bout de temps. Et j'ai pas vu de personnes aussi actives, je dis bien aussi actives au niveau, comme on dit, hein, prophétiser le blockchain aux institutions. Je dis bien pas au grand public ici, aux institutions. Rappelez-vous qu'elle développe des blockchains privés comme le quorum pour des institutions. Donc quand je dis institution, c'est quoi? Banque centrale, place boursière et ainsi de suite à travers le monde. Et ça, c'était Blake Masters qu'il faisait depuis beaucoup, beaucoup d'années. Ok, donc là, je vous parle depuis l'inception du Bitcoin et du blockchain. Donc depuis, voilà, depuis après la crise 2008, vous prenez 2010, voilà depuis quand est-ce que Blake Masters faisait ça, et maintenant on en a une numéro 2. Mais vous voyez que c'était très rapide, sa transition. Quorum, boom, directement. En quelques semaines, elle a déjà une boîte sur pied qui fonctionne déjà. Et ouais, tu as la tête donc PDG de cette chose-là. Et on lui dit, bah, pourquoi t'as pas une IC? On dit, j'en ai pas besoin. Parce qu'elle est déjà super, super avancée avec son truc, est déjà effectif maintenant. Donc ça, sont des personnages réellement à surveiller. Pourquoi? Bah, parce que c'est le ciment aussi hein, entre ce qui se passe au niveau des développeurs et de ce qui est au niveau des institutions. C'est une insider, elle sait très bien ce qui se passe. Donc ouais, ne vous laissez pas avoir par ses jolis yeux et par son look un peu spécial. Non, la jeune femme, elle est au top dans ce qu'elle fait. Donc là, voilà. On va continuer à suivre ça. Et vous voyez ici, elle parle super bien de iOS, hein, donc lorsque iOS avait atteint, avec maintenant, bon, iOS a dépassé les 4 milliards et ainsi de suite, hein, on voit que maintenant iOS est dans le top 5, et ben, a détrôné Litecoin, donc, et là, ça va continuer, donc là, il y a pas mal de choses à dire là-dessus.
Ok, donc là, voilà. Donc là, on a vu un peu notre introduction au niveau de tout ce qui se passait au niveau global. Ça, c'était les trucs les plus costauds. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe au niveau continental. Donc on va sur chaque continent et on va en Afrique directement. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Ben, vous voyez qu'à un moment donné, on va en Afrique du Sud. Il y avait pas mal de cas de fraude hein, d'exchange, vous voyez qu'on avait couvert cela, mais maintenant, ben, il commence à y avoir des investissements, on va dire, bien mieux régulés, bien plus carrés, qui commencent à se faire. Et là, on voit ici qu'il y a une grosse firme d'investissement, donc Signa, qui commence maintenant et qui fait quoi? Ben, qui va lancer elle-même leur propre exchange de crypto. Donc, vous voyez que petit à petit, ça commence, et eux, vous voyez, en accord et tout bazar avec ce qui se passe au niveau des banques centrales et ainsi de suite. Malgré que la Banque centrale d'Afrique du Sud disait que oui, attention aux investissements avec les cryptos et ainsi de suite et tout ça, ben eux, non, eux, ils arrivent réellement au bon endroit, enfin au bon moment et ils arrivent bien. Et rappelez-vous, il va y avoir un deuxième boom qui va arriver. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va permettre aux institutions d'avoir cela. Et vous voyez, ça, c'est une grosse institution. Donc, c'est pas quelque chose qui est monté comme ça voilà, par tout et n'importe quoi. Donc, ça, ils viennent là ici pour donner des services, comme vous voyez ici, aux institutions. Ouais, il y a beaucoup d'institutions, il y a beaucoup d'investissements en Afrique du Sud et donc c'est très 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 développé. Il y a beaucoup d'activités, surtout minières, hein, donc le gold et tout ça, vous voyez le Krugerrand. Donc là, on le connaît bien, donc il y a beaucoup d'argent qui circule là-bas. Donc là, vous voyez, imaginez-vous ben, avoir ce genre de clients qui maintenant aussi veulent avoir le même niveau de service, mais maintenant pour tout ce qui est crypto. Donc ça, c'est magnifique. Donc là, voilà pour l'Afrique du Sud, numéro 2 en Afrique du Sud. Ici, vous voyez là, rappelez-vous, il y a les bons côtés, comme on a vu au début, donc la grande firme Signia qui est en train de monter un crypto exchange. Et maintenant, bon, on a quoi? Bah, toujours le côté fraude. Et ben là encore, il y avait ça. Donc il y a une supposée fraude ici de 80 millions de dollars par rapport à des investissements. Et ça, c'était quoi? Si je me souviens bien, c'était un Ponzi scheme, un schéma de Ponzi. Donc vous voyez que les premiers sont payés et ainsi de suite. Donc, vous voyez ici, on parlait de quoi? Donc rappelez-vous, je vous le dis au quotidien, méfiez-vous des promesses de retour impossibles. Ici, c'était quoi? On disait que les personnes qui déposaient l'argent étaient payées en Bitcoin et avaient un intérêt de 50% par mois, 14% par semaine et 2% par jour. Ils étaient payés, je crois, tous les lundis ou un truc pareil. Et du jour au lendemain, bah, boum, les paiements ont cessé. Donc, vous voyez ici, plus de 80 millions. Donc là, des trucs pareils, vous en allez avoir au quotidien, tout le temps. Donc, voilà, un rendement de 2%, bah, c'est ce que le Bitcoin aurait pris aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, on est à une hausse de 2,87%. 97%, pardon. Donc voilà, c'est le genre de rendement qu'on promet au quotidien. Donc ça, c'est ultra dur à le faire dans les conditions de marché que l'on est en train de voir maintenant. Donc faites attention à tout ce genre de choses. C'est de la rente variable. Vous donner un taux fixe par rapport à ça, ce n'est pas possible. Vous allez voir à la fin ce qui est possible. OK? Là, on laisse l'Afrique, on va en Amérique latine ici et on commence par le Chili. Rappelez-vous, au Chili, il y avait beaucoup de descentes, enfin des descentes, on va dire, il y a beaucoup de banques qui avaient arrêté, qui avaient clôturé les comptes des exchanges. Et maintenant, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, les banques réouvrent les comptes des exchanges. Donc, tout ce qui était un business relationné aux crypto, c'est, on va dire, des types de business à risque. Vous voyez, un peu comme ce qui est en train de m'arriver maintenant. Donc, juste que vu que moi, je propose des rapports, donc voilà, que même si même proposer des rapports PDF, il y a un risque. Donc voilà, donc imaginez-vous lorsqu'on a réellement un exchange. Donc content que ce ne soit que des rapports, mais bon, voilà quoi. Donc vous voyez que jusqu'où ça peut aller. Ok, donc ici, ben voilà, on avait couvert la news, enfin les news où il y avait les banques qui fermaient, qui clôturaient les comptes des exchanges. Maintenant, ben, les banques les réouvrent. Ben, pourquoi? Ben, il y a de l'argent à se faire, il y a des commissions à se faire. Et qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on réouvre cela? C'est qu'on est arrivé à un accord au niveau des KYC et des AML. Donc KYC, Know Your Customer, donc connaître ton client, et les AML, Anti-Money Laundering, contre l'évasion fiscale, contre le terrorisme, contre le financement du terrorisme, et ainsi de suite et tout ça. Donc ouais, là, ce sont des choses qui ont été mises en avant. Et vous voyez les principales banques, donc Scotiabank, Itaú et ainsi de suite. Et le tout, bah, c'est par rapport à ça. Donc on va dire que oui, maintenant on arrive à opérer dans des bonnes conditions. Et là, ça veut dire quoi? On sent qu'il y a une deuxième montée qui va venir. Et donc la banque qui n'est pas là et qui va rater ça, bah, il rate de l'argent gratos. Ouais, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose dans l'air. S'il y a quelque chose dans l'air, ça veut dire qu'il y aura quoi? Il y aura de l'engouement. Qui dit engouement dit transaction. Qui dit transaction dit commission. Qui dit commission, bah, dit bah, toi, si tu offres un service bancaire là, bah, tu vas pouvoir gagner quelque chose. Vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui vont être là pour pouvoir trader. Donc là, c'est se tirer une balle dans le pied. Et à un moment donné, bah, ils sont pas bêtes. Ok, donc voilà.
Bon, maintenant, on laisse l'Amérique latine et on va en Asie. Et en Asie, il y a toujours beaucoup de choses à dire. Et on va commencer ici par la Corée du Sud. Et vous voyez ici maintenant que, rappelez-vous, hein, il y avait beaucoup de débats. On parlait où la Corée du Sud allait suivre les pas de la Chine, bannir, on va dire, les cryptos. Mais c'est pas spécialement bannir les cryptos. Vous voyez que ça, c'est quelque chose qui était très, 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 très mal couvert au niveau de la Chine. Et j'ai un article ici, on va y venir. Voilà, c'est justement l'article suivant. C'est au niveau des régulations, des ICO, de pas mal de choses qui avaient de pas mal de fraudes et ainsi de suite. Et vous allez comprendre le pourquoi. Et je vous le dis souvent, et ceux qui ont les Global Crypto Research, vous savez c'est quoi? Il y a une notion, il y a une ampleur macroéconomique qu'il faut dominer, que vous devez, je dis bien, il est impératif de comprendre l'aspect macroéconomique des cryptos. Surtout des premières cryptos. Surtout de ces cryptos que vous voyez ici. Bien plus, je dirais bien plus le Bitcoin, le Litecoin, ainsi de suite. Surtout le Bitcoin. Il y a une application macroéconomique. Les autres cryptos, Ethereum est un peu comme un outil qui permet, c'est un outil, une plateforme qui te permet de créer d'autres applications décentralisées. Donc Ethereum n'a pas spécialement ce côté euh, macroéconomique et Ethereum, on ne parle pas de ça. XRP, ils se sont mis du côté service. Mais les cryptos qui ont réellement un impact, ce sont les cryptos qui viennent perturber l'ordre établi. Donc les cryptos qui se disent être des devises, donc des digital currencies. Rappelez-vous, il y a beaucoup de catégories dans les cryptos. Et ici, on parle bien des digital currencies. Donc lorsqu'on parle de digital currencies, il faut comprendre que quoi? Ben, une currency, c'est une devise. Donc c'est cette devise-là qui est en compétition avec le dollar, en compétition avec l'euro. Dans le cas de la Corée du Sud, en compétition avec le won coréen. Donc il y a un degré, il y a un niveau macroéconomique que vous devez dominer. J'ai pas dit connaître, j'ai pas dit non, que vous devez dominer et comprendre. Pourquoi? Il y a certains mouvements qui sont en train de se passer, vous n'allez pas les comprendre et on va y revenir. Je dis bien on va y revenir et ça, on va y revenir. On y revient tout le temps dans les Global Crypto Research et ici on va y revenir dans l'article suivant. Maintenant, revenons ici en Corée du Sud et vous voyez qu'ils vont calmer un peu cette régulation au niveau de ce qui se passe au niveau du Bitcoin, Ethereum, Ripple et ainsi de suite. Mais sachez que lorsque vous voyez ça, ça c'est pour mettre pas mal de cryptos. Les cryptos ici qui sont touchés, c'est Bitcoin et Litecoin. Toujours ces deux-là, vu que ça, ce sont comme deux frères. Donc Bitcoin, Litecoin, Dash, Monero, Zcash. Bon, Zcash se met un peu sur le côté, mais c'est plutôt Bitcoin, Litecoin, Verge, tout ce qui est digital currencies. Donc rappelez-vous, il y a des catégories. Catégorie digital currencies. Très important. Maintenant, tout ce qu'on voit qui est lancé, ce sont des utility tokens et des security tokens. Les cryptos touchés ici sont les digital currencies. Donc là, c'est là où la régulation est très forte. Tout ce qui vient perturber la dominance de la devise fiat nationale. Ok, et donc là, vous voyez que maintenant, en Corée du Sud, on est en train d'apaiser un peu tout cela. Donc, vous voyez que c'est quoi? Les gouverneurs des banques centrales, ainsi de suite, commencent à faire certaines choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, tiens, on va relâcher un peu la chose. Pourquoi? Parce qu'on va commencer à dominer la chose. Vous voyez, c'est pas une question d'acceptation, mais c'est une question de, ils commencent à trouver la parade. Ouais, par rapport à cela. Donc là, on va y revenir bien plus en profondeur, mais vous voyez dire qu'ici, ils sont en train de lâcher du lest au niveau des gros exchanges qu'il y a là-bas. Donc là, ça commence à aller, comment dirais-je, un peu mieux. Surtout, vous voyez ici, c'était quoi? Clamping down on anonymous trading. Donc tout ce qui était le trading anonyme. Vous voyez que juste avec un email, il y a un mot de passe, boum, ça y est, vous étiez dedans. Pas besoin de KYC, de AML, et ainsi de suite. Donc c'est très important. Et là, vous allez comprendre ici. Donc à travers ça, l'article ici sud-coréen peut vous dire, tiens, Serge, de quoi tu parles? On ne comprend pas, on ne voit pas où tu veux en venir. Avec cet article ici, vous allez comprendre où je veux en venir. Rappelez-vous, je l'ai dit au début quoi? Ils veulent suivre, enfin, ils commençaient à suivre les pas de la Chine. Vous allez comprendre pourquoi. Et là, je vous dis, il y a une notion et une ampleur macroéconomique que vous devez dominer et comprendre. Surtout si vous opérez avec le Bitcoin, et ainsi de suite. Donc ici, on a le président Xi Jinping, ici chinois, qui vient d'être réélu maintenant, qui a des pouvoirs absolus, donc pratiquement président à vie. Et il dit que le blockchain, c'est quelque chose de super grand qui va pouvoir transformer l'économie, la structure de l'économie, donc du trade international, et ainsi de suite. Donc, la Chine est une grosse, grosse, grosse puissance. Et là, ça va avec la macroéconomie, il faut comprendre ce qui se passe. Vous voyez que ce monsieur ici a pas mal de problèmes maintenant, enfin pas mal de problèmes. Il y a, non, c'est les États-Unis qui ont un problème avec ce monsieur ici, donc monsieur Trump et les États-Unis ont un problème. Donc Trump, dollar, ont un problème avec Xi Jinping, Chine, yuan, renminbi. Et là, c'est à voir avec le côté trade international. Rappelez-vous, maintenant, vous devez le voir dans les journaux, vous entendez souvent parler des tarifs, donc sur l'aluminium, sur les importations et exportations. Pourquoi? Les États-Unis se trouvent en déficit commercial par rapport vis-à-vis de pas mal de nations. Numéro un, par rapport à la Chine. Numéro 2, et principalement les accords NAFTA, donc c'est Mexique et Canada, et d'un autre côté par rapport à l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire être en déficit? J'importe plus que j'exporte. Les États-Unis, réellement, qu'est-ce qu'ils produisent? Qu'est-ce qu'on a américain ici? Nous, rien du tout, à part les services. Google, Facebook, ainsi de suite. Mais par rapport à la Chine, ils ne pénètrent pas là-bas.
Donc déjà des problèmes au niveau des propriétés intellectuelles. Et d'un autre côté, ben voilà, tout ce qui est fabriqué en Chine se vend aux États-Unis. Donc c'est-à-dire quoi? Les États-Unis consomment tout ce qui est chinois. Et d'un autre côté, ben, la Chine, vu qu'elle a un surplus commercial, donc elle exporte plus qu'elle n'importe, elle n'importe que des matières premières, elle transforme le tout dans ses industries et elle revend des produits finis, des produits physiques, pas des services, des produits, donc voitures, des vêtements, tout ce que vous voulez, tout est fabriqué là-bas, et donc elle est en balance commerciale positive. Donc ça, j'en parle beaucoup dans les vidéos module d'initiation, module 6 exactement, là vous allez comprendre tout ce qui est Forex. Derrière le Forex, il y a la macroéconomie. Donc tous ceux que vous voyez là qui parlent du Forex, oui, non, ma stratégie de Forex, bon, c'est pas pour dénigrer personne, tout simplement parce qu'ils ne savent pas et on joue sur votre ignorance. Qui dit Forex dit macroéconomie. Maintenant, lorsque vous touchez au crypto, Bitcoin, c'est le Forex 2.0. Ok. Donc là, maintenant, ici, comme je vous disais, il y a la chose clé dans cet article ici. Donc là, pourquoi est-ce que la Chine a banni le trading, mais pas de crypto, mais principalement du Bitcoin? Rappelez-vous, en septembre 2017, le gouvernement chinois, donc le gouvernement communiste, avec la PBOC, donc Public Bank of China, ont banni le trading des cryptos. Pas des cryptos ici, comprenez bien, c'est surtout Bitcoin. Pourquoi? On dit malgré ça, malgré, écoutez bien, l'article dit bien, malgré leur ban, donc malgré que les cryptos, on va dire ici plutôt Bitcoin, a été banni, des compagnies comme Alibaba et Tencent continuent à développer des gros projets blockchain, ainsi de suite. Mais maintenant, ici un peu plus bas, l'auteur de l'article parle exactement de ce qui se passe. Vous avez vu qu'après ce qui s'est passé dans la Chine continentale, tout le monde a bougé vers Hong Kong, Macao, Singapour et tout ça, donc vous voyez toutes les petites îles qui sont tout autour. Mais ici, il y a quelque chose de très important et ils le disent, et là vous allez comprendre. Donc vous voyez ici, vous avez des renminbi, donc des yuan. Et la chose la plus importante, c'est quoi? C'est ici. C'est dans la fin de l'article et ils le disent exactement pourquoi est-ce que ça a été fait. Et voilà. La chose importante est ici. Donc, je vous le traduis directement. Donc, ici, the Chinese government, le gouvernement chinois donc, a interdit le trading de crypto parce que cela a amené aux investisseurs et au business à bouger du yuan chinois. Donc, il y a des flux, donc des migrations du yuan chinois hors du pays vers d'autres économies. Rappelez-vous, lorsque j'ai une balance commerciale positive, ça veut dire qu'à la fin, ben, j'ai beaucoup de yuan. Vu qu'on a beaucoup vendu, si on vend beaucoup, donc on a beaucoup exporté, donc on a beaucoup vendu à l'étranger, on a beaucoup de yuan. Qu'est-ce qu'on fait avec ces yuan? Ben nous, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il achète des bons du Trésor. Donc le premier détenteur de bons du Trésor américain, donc des emprunts d'État. Donc les États-Unis empruntent de l'argent à la Chine pour survivre. En gros, c'est ça. Ça, c'est la nature macroéconomique. Maintenant, le gouvernement chinois ne veut pas que ces yuan qui vont lui servir à avoir de la puissance, donc avoir son mot à dire aux États-Unis et en Europe et partout dans le monde, à créer des fonds comme la AIIB, donc la Asian Investment Infrastructure Bank, donc l'équivalent du FMI et pas mal de choses à travers le monde. Vous voyez comment ils sont en train de pénétrer en Amérique latine, comment ils pénètrent en Afrique, ainsi de suite et tout ça. Ils ne veulent pas que cela aille en Bitcoin. Pourquoi? C'est quelque chose qui est décentralisé, ils ne contrôlent pas. Ils veulent bien que ça aille dans une crypto, mais pas le Bitcoin. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, on ne sait pas qui est derrière. Oui, mais vous voyez que des compagnies comme Alibaba, Tencent, ils ont une mission de mettre cela sur pied. Rappelez-vous, lorsque moi j'étais à l'événement Neo, bon, on leur a posé la question. On a dit, bah, tiens, vous continuez à exister, et apparemment le gouvernement n'a pas de problème avec vous, et il y a certains trucs dans lesquels le gouvernement est en train de bosser avec vous, et n'ont pas voulu aller bien plus loin par rapport à ça. Vous avez vu que Quantum a fait des projets avec l'équivalent de la NASA chinoise pour envoyer un de leurs notes dans l'espace, et pas mal de projets comme ça qui sont créés dans la région. Vous voyez? Donc le gouvernement soutient, rappelez-vous, Xi Jinping n'est pas contre cela. Il soutient ces choses-là, mais tant que c'est régulé, donc c'est-à-dire des cryptos, des projets centralisés. Écoutez bien ce que je dis, parce qu'ici les mots sont très importants. Des projets centralisés. Le Bitcoin est décentralisé et là, ça va où? Bah, ça va dans le cloud, on ne sait pas où ça va. Donc quelqu'un peut avoir une backdoor et le Bitcoin disparaît. Si, imaginez-vous, tous les investisseurs chinois se prennent tous leurs yuan d'excès, donc c'est-à-dire quoi? Tous leurs yuan de surplus, tous les business, ici on parle bien de business et d'investisseurs, donc ce sont des milliards. Rappelez-vous, il y a bien plus de milliardaires qui ont été créés en Chine que dans le reste du monde. Donc là, vous voyez que c'est la nouvelle classe moyenne, ce changement de paradigme. Donc Ouest est en train de diminuer et l'Est est en train de s'empêchir, avec comme leader la Chine et les pays, la Russie, ainsi de suite, au Moyen-Orient, mais d'abord la Chine. Donc le pouvoir est là-bas, l'argent est là-bas. Eh ben, ils ne veulent pas que cet argent rentre dans le Bitcoin, on ne le contrôle pas, c'est décentralisé. On veut bien que l'argent parte, mais à un niveau, dans une structure que nous on contrôle, on va dire qui est régulée et qui est centralisée. Donc vous voyez que la clé, elle est ici, le yuan chinois. Et là, vous voyez que c'est pour ça que dans les Global Q Research, on a toujours ce côté macroéconomique, parce qu'il est très important de comprendre. C'était quoi le trade à un moment donné? Le pays qui avait le plus de volume de trade, 90%, c'était la Chine. Donc c'était le trade, c'est quoi? Je vends mon yuan pour acheter du Bitcoin.
Et à un moment, le gouvernement dit non, 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 ici il y a un problème, on va avoir un problème par rapport à ça. Donc là, boum. Vous voyez, c'est quelque chose de digital et on ne contrôle pas. On préfère acheter des choses physiques qui vont nous garantir un mot à dire, un pouvoir partout. Donc notre entrée dans le SDR du FMI, notre entrée ici, ça. Trump qui est en train d'aboyer, mais il sait bien que c'est nous qui lui prêtons de l'argent pour continuer à vivre. Donc là, comprenez-le, c'est ça. Si vous comprenez réellement la macroéconomie comme il faut la comprendre, eh ben c'est ça. Qui a le pouvoir? Oui, et c'est ça. Et ça, c'est le gros problème de la Chine. Voilà pourquoi est-ce que la Chine est venue intervenir dedans. Rappelez-vous, c'est pas les cryptos, ici c'était le Bitcoin principalement. Il y a d'autres projets crypto qui sont là, qui existent, et il n'y a aucun problème. Il y a d'autres exchanges qui sont là, qui existent, et il n'y a pas de problème. Ce sont tous ceux qui étaient vis-à-vis du Bitcoin, donc tous ceux qui permettaient des transferts de Bitcoin, tous ceux qui permettaient qu'on échange du Yuan, donc le fiat Yuan, directement en Bitcoin. C'est ces exchanges-là sur lesquels on est tombé dessus. Mais vous devez faire très attention à ce que vous voyez au niveau des médias, pourquoi ils ne vont jamais en profondeur dans ces choses-là. Ça, je vous dis que la nature macroéconomique, vous devez la dominer et bien la comprendre, ou bien vous allez être perdu au moment d'opérer avec les cryptos. Maintenant, on est dans une autre phase. Rappelez-vous, maintenant, c'est la phase de crypto utilitaire et security token. Et ça, c'est financé et émis par quoi? Par les institutions elles-mêmes. Donc, c'est pas la même chose. Ce ne sont plus des projets décentralisés que l'on a aujourd'hui. La nature de leur blockchain pour valider pour le tiers de confiance est décentralisée, mais le projet lui-même est centralisé. Donc faites très attention avec les mots, c'est très important de comprendre ça. Toutes les cryptos que l'on a maintenant, depuis 2018, tous les projets que vous voyez qui sont créés, sont des projets centralisés. De toute façon, on n'est qu'à lire leur white paper, voir ce que même ils disent. Ils disent, bon, on est centralisé, on est créé ici, ça. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de ERC20 créés sur Ethereum, qui là est une plateforme qui est d'une nature centralisée, décentralisée. Centralisé au niveau de la gouvernance, décentralisé au niveau de quoi? De la structure blockchain, donc qui permet la décentralisation et ainsi de suite. Mais il faut bien comprendre. Vous voyez que on peut passer d'un mot à l'autre rapidement et cela peut prêter à confusion. Donc il faut bien comprendre cette chose-là. Donc vous voyez, c'est ça. Ça, c'était le gros problème qu'il y avait ici. Comme vous voyez ici, la Chine continue à imposer des contrôles stricts de flux de capital depuis l'année 2000. Et le ban sur les cryptos, donc principalement, il faut dire Bitcoin, a été une de ces parties-là pour voir les contrôles de capitaux. Très, très, très important. Et c'est principalement le Bitcoin qui était, comment dirais-je, qui était pointé du doigt. Ok, donc il faut bien le comprendre, ouais, que c'est ça, le trading, c'est ça. Mais maintenant, ils ne peuvent pas arrêter cela. Pourquoi? Si vous vous rendez compte, en Chine, les personnes continuent à trader de wallet à wallet. Donc, on n'a pas besoin d'un exchange. Vous voyez, maintenant, on a quoi? On a des DEX, donc des exchanges décentralisés, qui permettent le trading de mon wallet vers ton wallet. Donc, ça, on ne peut rien faire. Mais c'est les exchanges. Pourquoi? Parce qu'un exchange requiert quoi? Bah, qui est du Yuan. Donc, c'est-à-dire quoi? Bah, tiens, tu m'envoies ton Yuan et à partir du Yuan, tu peux avoir accès au Bitcoin. Rappelez-vous, le trade, c'est quoi? Je vends mon Yuan pour acheter du Bitcoin. Et c'est là qu'on est venu mettre un ban. Mais une fois que j'ai acquis le Bitcoin ou une autre crypto que j'ai échangé, ben, je peux toujours continuer à faire du BTC contre du BTC ou je te paye en BTC pour un service. Donc je peux continuer à trader de wallet à wallet. Donc ça, on ne peut pas l'arrêter. Ce sont les exchanges qui, eux, on va dire quoi, ben, permettaient que le Yuan soit vendu. Donc voilà, donc en quelques minutes, je ne peux pas vous expliquer l'ampleur de tout ça, mais en gros, c'est ça. Donc là, il faut super bien comprendre ça. Donc d'un autre côté, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après, vous avez vu que tout le volume a balancé vers où? Le Japon. Le Japon, lui, continue à le permettre, mais le Japon, c'est une autre histoire, qui a aussi à voir avec de la macroéconomie, mais c'est une autre histoire au niveau du Japon. Donc le Japon a un cas particulier qui lui est propre, et la Corée du Sud aussi. Et comme vous voyez, Corée du Sud, Japon, ce sont tous des pays, on va dire, alliés, très fortement alliés aux États-Unis. Et la Chine, c'est un autre bloc. Donc vous voyez que le Japon, ainsi de suite, et ils vont continuer là-bas, ils le font avec un levier de fou là-bas. Donc là, il n'y a aucun problème par rapport à eux. Et après, il y a des zones neutres, Singapour, Hong Kong, ainsi de suite, Macao. Mais la Chine continentale elle-même, Chine communiste, gros problème. Pareil qu'en Russie. Donc là, vous devez comprendre la macroéconomie et ça touche aussi à la géopolitique et géostratégie. Donc là, c'est très, très, très important. Et là, ne pensez pas que c'est anodin. Et là, voilà, c'est à ce niveau-là. Là, c'est lorsqu'on parle du Bitcoin. J'ai bien dit Bitcoin ici. OK? Bon, maintenant, on laisse la Chine et on ferme cette parenthèse qui est ultra importante. Voilà pourquoi est-ce que celle-là, ben voilà, on voit cela en bien plus de détails dans les Global Culture Research. On reste en Chine et on va à l'exchange BTCC. Tom Lee, qui est le frère de Charlie Lee, donc de Litecoin, ben, c'est lui qui est à la tête de BTCC, qui est le plus ancien exchange de Chine, qui a bougé maintenant. Ils sont à Hong Kong, ils étaient en Chine, j'étais à Beijing si je ne me trompe pas. Et voilà, maintenant, ben, ils ont bougé. Donc, vous voyez qu'il y a des projets, ben, voilà. Je vais me dire, ben, tiens, les cryptos, mais qu'est-ce qui se passe? Et Throne. Ben, voilà, c'est ça. Mais Throne, c'est quoi? Ben, Throne, c'est quelque chose qui est fait décentralisé de manière centralisée. Vous voyez que c'est pas la même chose. Ou bien Throne ne devrait même pas exister aujourd'hui. Mais pourquoi ça existe? Ben, parce que, voilà, il y a, vous devez comprendre que, euh, je reviens rapidement à l'article passé, c'est au niveau du Bitcoin qu'il y a un problème.
Alors maintenant, on va au BTCC, et oui, que BTCC, cet exchange-là, va lancer une nouvelle plateforme qui va permettre bah, voilà, aux personnes de pouvoir trader Bitcoin Cash, BTC, Ethereum, Litecoin et quoi? Dollar US. Et vous voyez qu'ici, qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a plus de Juan qui apparaît. Parce qu'eux aussi, il y avait un problème avec eux. On va dire avec eux directement. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Vous voyez que le yuan a disparu. Maintenant, tu peux échanger le dollar. Donc, avec le dollar, avec n'importe quelle autre devise, tu fais ce que tu veux, mais le yuan, tu ne dois pas y toucher. Rappelez-vous, parce qu'une monnaie, c'est émis par une banque centrale, il y a un gouvernement, c'est un outil politique. C'est un outil qui te permet d'avoir le pouvoir ici, c'est ça. Rappelez-vous qu'avec le surplus, Xi Jinping, ils achètent des bons du trésor d'autres pays. Donc un bon du trésor, c'est-à-dire quoi? Les États-Unis, bah, pour pouvoir faire fonctionner donc les 18 trilliards, ils sont empruntés. Et principalement, c'est la Chine qui est le plus grand prêteur des États-Unis. Et donc il y a un taux d'intérêt qui va avec. Donc les États-Unis, pour fonctionner, bah, ils doivent après quoi rembourser la Chine avec intérêt. Et s'ils ne peuvent pas, on fait ce qu'on appelle un rollover. Ils disent quoi? Je remets une couche de cette dette. Donc reprête-moi de l'argent pour que je te reprête le prêt que tu m'as fait l'année passée avec les intérêts de l'année passée. Et maintenant tu me reprêtes pour que je te rembourse juste ce que tu m'as prêté l'année passée. Et ça, c'est des rollovers. Et ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Ouais, ce sont des promesses de paiement. Donc là, maintenant, vous comprenez, enfin, pas que vous comprenez, mais vous voyez où ce que vous voyez à la télévision, on vous raconte n'importe quoi. La télévision, là, oui, Xi Jinping avec Trump et avec le petit Kim Jong-un. Non, ça va bien plus loin que ça. Bien, bien, bien plus loin que ça. Et ça a à voir avec l'économie. Vous voyez que l'économie est clé, il faut le comprendre. OK? Donc voilà. Alors maintenant, ici, ben, vous voyez que BTCC va donner des nouveaux services et bien sûr un service de cold storage. Donc c'est quoi? Ben, on va dire vos cryptos offline. Donc eux ils vont les garder pour vous. Ou vous avez dans la plateforme le multisig, donc un wallet, une adresse directement online. Donc une hot wallet pour le BC, Bitcoin Cash, Bitcoin Core, Ethereum, Litecoin, ainsi de suite. Et d'un autre côté, bah, si vous voulez l'avoir en offline, bah, voilà, eux aussi vont pouvoir donner ce service-là. Donc voilà, en gros, vous voyez que eux ils continuent, mais vous avez vu, qu'est-ce qui a été enlevé de l'équation? Le yuan chinois. Tu veux continuer à exister, tu peux continuer à trader, ok, enlève le yuan. Et là, on va te laisser opérer comme tu veux. Et là, je dis bien, regardez bien. Des projets comme Throne, pourquoi est-ce qu'ils sont toujours là? Des compagnies comme Alibaba, Tencent, ainsi de suite, pourquoi est-ce qu'ils continuent à développer des projets blockchain et des trucs crypto et ainsi de suite? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le yuan dans l'équation. C'est un outil auquel il ne faut pas toucher. Si vous ne voulez pas avoir de problème avec le gouvernement, n'y touchez pas. Ok, donc voilà. Donc maintenant, on continue et on va où on reste en Asie et on va au Japon et on va toucher ici aux exchanges. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Rappelez-vous ce que je vous disais, la réponse à Warren Buffett, l'utilité du Bitcoin. Ça, on avait couvert ça la semaine passée. La semaine passée, c'était quoi? On disait qu'il fallait avoir un certain nombre de Bitcoins. Donc 100 ou 1000 Bitcoins prêtés et avoir un taux d'intérêt. Vous voyez, un peu comme un bon. Donc moi, j'ai 1000 Bitcoins, je peux les prêter et j'ai un rendement, donc un taux d'intérêt. Donc je suis rentier. Rappelez-vous que le Bitcoin a une fonction. C'est pour ça que je vous dis, vous devez lire le white paper de Satoshi Nakamoto. Tout est expliqué dedans, mais c'est pas qu'il faut le lire une fois. Ouais, ça y est, je lis. Non, non, non. Il faut étudier cela. C'est clé pour comprendre ce qui se passe. C'est clé pour comprendre tout ce qu'on est en train de voir maintenant au niveau des cryptos. Et c'est pas long. Mais maintenant, vous voyez qu'il n'y a pas d'excuse. Bon, ouais, moi, voilà, ceux qui ont le Global Crypto Research, vous l'avez dedans, mais il n'y a pas d'excuse. Pourquoi? Avoir un truc, peu importe la langue, on a Google qui te fait des traductions dans tout et n'importe quelle langue. Si réellement vous êtes sérieux dans ce que vous faites et sérieux dans vos investissements, bah, c'est un pas, c'est un des premiers pas à faire. Ou bien personnellement, vous prenez des risques et des risques, comment dirais-je, qui pourraient vous coûter cher parce que c'est votre capital. Une fois que votre capital il est perdu, il est parti, c'est bye bye. On va pas vous le remettre. Vous n'allez pas avoir une lettre de Satoshi qui vous dit tiens, je te rembourse ce que tu as perdu. Non, c'est pas comme ça. Donc là, c'est votre responsabilité. Donc ici, voilà. Ça, c'est une des utilités qui était décrite dans le white paper de Satoshi Nakamoto aussi. Et c'était quoi? Ben maintenant, vous voyez, avec un Bitcoin, on peut aussi le donner à prêter et être rentier du Bitcoin. Donc vous voyez que c'est quoi? Rappelez-vous, le Bitcoin, c'est un stock de valeur, c'est un véhicule d'investissement, c'est une valeur mobilière. Qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu d'acheter un appartement, eh ben, je peux avoir le même prix, enfin le même prix d'un appartement, on va dire, voilà, ici le mien c'est quoi? C'est 200 et des poussières de 1000. Ben voilà, ben, j'ai ça maintenant, ben, je l'aurais mis en Bitcoin et maintenant je peux le prêter à une institution, une banque, BBVA ou n'importe quelle autre banque ici. Et ben voilà, et là je suis rentier. J'ai un rendement de X%. Donc vous voyez, eh ben, c'est ça. Donc là, la chose étant, c'est que maintenant, bah, c'est possible avec juste un Bitcoin. Donc vous voyez que l'importance d'avoir le Bitcoin. Le Bitcoin est là comme stock de valeur. Vous pouvez trader tout ce que vous voulez trader d'autres. Donc toutes les altcoins que l'on voit. Les altcoins, elles ont été créées pour une fonction bien spécifique, comme je dis maintenant. Elles n'ont pas le même rôle que le Bitcoin et n'ont pas la même configuration que le Bitcoin. Le Bitcoin a été créé pour être là, principalement maintenant, sa véritable fonction, c'est celle de stock de valeur et de permettre une nouvelle smart economy. Et c'est ça, j'ai un Bitcoin, c'est une valeur mobilière, eh ben, je peux être rentier avec ça.
avec les exchanges ou d'autres entités peuvent le faire, et maintenant avec un Bitcoin. Donc un Bitcoin maintenant c'est 7000, donc voilà, imaginez-vous, il y a des micro-prêts maintenant qui sont faits de 500 euros, de 300 euros, de 1000 euros, 3000 euros, et ben voilà, un Bitcoin, on peut le faire. Ouais. Et donc là, ils en parlent. Et là, c'est quoi? C'est Bitbank qui fait maintenant quoi? Ben, des crypto loans. Ouais, là, on va vraiment vers la nouvelle économie. Et c'est ça. Ça fait partie de la vision de Satoshi Nakamoto. Permettre des nano-paiements, des nano-transactions et des prêts entre particuliers. Alors maintenant, ben, il y a une entité qui dit, bah, tiens, tous ceux qui ont des bitcoins, eh ben, voilà, nous, on va vous offrir ça. Et vous voyez que c'est quoi? Un taux d'intérêt annuel à 5%. Donc si je décide de prêter mon bitcoin à un an, eh ben, j'aurai un taux d'intérêt à 5%. Alors maintenant, imaginez-vous si j'ai deux bitcoins. Si j'ai 3 bitcoins, 4, 5, 6, 10 et plus, et vous voyez qu'il n'y a pas qu'avec le bitcoin, c'est Bitcoin, Ripple, Ethereum et Litecoin. Donc vous voyez que ça, on va vers la nouvelle économie. Donc vous voyez, lorsque je suis en train de, lorsqu'on parle souvent, ce que vous entendez parler de changement de paradigme, il faut comprendre c'est quoi. Donc il faut comprendre le système financier dans lequel on est aujourd'hui, comprendre premièrement le capitalisme, le système financier dans lequel on est aujourd'hui, l'économie et la macroéconomie, et voir comment, qu'est-ce qui est perturbé réellement, et où qu'est-ce qui va être amélioré. Donc là, vous voyez que c'est possible maintenant à travers Bitbank bah, d'avoir des prêts. Donc vous voyez que moi, je prête à l'institution. Avec les institutions, on dit oui, elles vont être obsolètes, mais elles vont transformer. Les business models sont changés ici. Et c'est ça qui est important. Vous voyez, c'est comme lorsqu'il y a eu Internet. Ceux qui avaient pignon sur rue, qui ne se sont pas adaptés à l'économie sur Internet, ah bah, ils ont eu des problèmes. Il y a eu des nouveaux des magasins online qui ont été créés. Maintenant, vous voyez que tout le monde a son online store. Nike, Zara, enfin tout ce que vous voulez, hein, Fnac, tout ce que vous voulez, a une présence online. Amazon, vous avez vu Alibaba, comment ils sont en train de dominer le online. Eh ben, maintenant, imaginez-vous maintenant avec les cryptos, le blockchain et tout ça. Ce sont les business models qui sont en train d'évoluer. Et celui qui ne comprend pas ça et qui ne s'y adapte pas à temps va être largué et c'est des opportunités qui sont là. Et si maintenant on doit rajouter la couche d'intelligence artificielle, là, c'est la totale. Donc, vous voyez qu'il faut avoir les deux yeux bien ouverts. Vous voyez que c'est pas toujours, c'est pas tout simplement le côté, oui, tiens, le prix est à combien, je traite ci, je traite ça. Non, 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 non. C'est avoir le monopole. Alors maintenant, imaginez-vous, lorsque vous voyez que des prêts peuvent être faits et que monsieur JP Morgan veut avoir un bitcoin à 2000, maintenant vous comprenez l'importance d'avoir des bitcoins. Et que lorsque je vous dis que si je vois le bitcoin à 50 euros ou quoi que ce soit, là, c'est une aubaine de l'avoir. Pourquoi? Ben, parce que ça, c'est le bitcoin a une place dans l'économie de demain. C'est pas un actif qui est là pour disparaître. Mais là, je vous dis, ça, ce sont mes analyses, c'est ce que moi, j'en ai compris, c'est ce que moi, j'en ai ressorti après avoir étudié la question en long et en large et en profondeur. Maintenant, bah, là, c'est à vous à faire votre travail. Moi, je vous dis, je vous oriente, je vous inspire. Ensuite, c'est à vous à faire le reste du travail. Ok, donc maintenant, on reste là en Asie et on va à Huobi. Et Huobi aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lancer un ETF. Donc, vous voyez, un exchange qui lance son ETF. Un ETF, c'est quoi? C'est Exchange Traded Fund. Un peu, rappelez-vous, le GBTC. Il y a déjà des ETF pour ceux de Wall Street, ils en ont 7. Maintenant, on va en Asie. Et en Asie aussi, ils sont en train de lancer un ETF. Pourquoi? Un ETF qui va être compris de 10 différents crypto-actifs. Pourquoi? Bah, pour donner de la diversification. Rappelez-vous, je suis là, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas dans quoi est-ce que je vais commencer à investir. Mais ils ont le HB10, donc le Wobi Pro 10, et qui va vous permettre d'être diversifié. Donc, en achetant une de ces actions, bah, il y a 10 différents actifs qui sont dedans. Donc, je pense qu'il y a leur Wobi token, et après le reste, il y a d'autres crypto-actifs. Donc là, on va voir comment est-ce qu'ils balancent ce fonds. Et donc voilà, comme ça, vous êtes exposé. Vous comme on dit ici, vous gagnez de l'exposition à cela. Et c'est pensé aussi pourquoi? Pour des investisseurs particuliers, tant aussi pour les gros investisseurs, on va dire, institutionnels. OK? Donc voilà, donc vous voyez que tout est en train de se mettre en place et c'est en train d'avancer. C'est en train d'avancer lentement mais sûrement. Mais vous voyez qu'on retrouve les mêmes paramètres qu'il y avait dans la bourse classique. Donc, vous voyez, imaginez-vous, si vous ne savez pas c'est quoi un ETF, alors voilà, les ETF, il y en avait avant. Donc, vous comprenez, le trading existait avant les cryptos. Donc, tout ça, ETF, ainsi de suite, voilà, ce sont des termes avec lesquels, voilà, ça fait des années que j'étais avec, et ainsi de suite. Et vous voyez, maintenant, ça arrive dans les cryptos. Donc, vous voyez, ce qui est l'avantage de connaître l'ancien monde, on va dire ça comme ça, hein, la bourse classique, et ben, aujourd'hui, vous n'êtes pas dépaysé. Vous voyez que lorsqu'on parle de macroéconomie, c'est connaître le Forex, c'est connaître les bons d'État. C'est quoi une valeur mobilière, une valeur immobilière, ainsi de suite et tout ça. Ça, c'est les régulations. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi le gold, c'est quoi le pétrole, c'est quoi une devise, c'est quoi ci, c'est quoi ça, bah, aujourd'hui, vous voyez que les cryptos, principalement le Bitcoin, est en train d'opérer comme l'un ou l'autre de ses actifs, ou c'est quoi le dollar américain ou quoi que ce soit. Donc, vous voyez que là, ben, il est en train de... C'est un caméléon. Donc, voilà, demain, il est comme le gold, après-demain, il est comme un bon. Vous voyez que maintenant, il est comme une valeur qui te permet d'être entier. Donc, vous voyez, c'est comme Warren Buffett qui a des actions de Coca-Cola, lui qui disait qu'il pouvait rien faire avec le Bitcoin. Eh ben non, Warren Buffett, ben non, t'as tort. Pourquoi? Lui, lorsqu'il a des actions de Coca-Cola, ben, il peut les prêter. C'est une contrepartie. Il peut avoir un prêt
On va dire, bah, qu'est-ce que tu mets comme collatéral? Bah tiens, j'ai 1 million d'actions de Coca-Cola. Ah, bah tiens, monsieur, voici ton prêt. Ouais. Et ça, c'est possible. Vous pouvez faire des choses avec cela. Beaucoup de personnes ne savent pas que, voilà, pour pouvoir opérer dans certains, au niveau boursier, voilà, même Donald Trump, qui est maintenant le président, lorsqu'il a fait, il y a des vidéos qui circulent sur Internet, donc sur YouTube, regardez-les. Il voulait racheter un business, un hôtel ou un immeuble, et il a fait son premier paiement en lingots d'or. Et on le voit dans la vidéo, il sort ses lingots d'or, il dépose ça comme contrepartie. Ouais, pour donner un paiement de base, je crois que c'est 10% ou 20% qu'il devait déposer, ben il a déposé une partie en or directement, en lingots. Là, comme ça, boum, directement. Et ça a été fait et c'est parti. Vous pouvez ouvrir un compte de trading institutionnel avec déposant comme contrepartie ce que vous avez. Déposer la Joconde comme contrepartie. Déposer votre Porsche, je sais pas, la première Porsche qui a été faite à Stuttgart, une Porsche de collection. Vous pouvez déposer des diamants, les bijoux de madame ou un Louis XIV ou je sais pas quoi, ouais, un meuble Louis XIV ou je sais pas moi, une porte du château de Versailles. Ça, c'est une contrepartie. Alors maintenant, le Bitcoin aussi fait pareil, dans un nouveau monde digital. Donc, il faut bien comprendre cela. OK? Là, maintenant, bon, on continue et on va à BitGrail. Et qu'est-ce que fait BitGrail? Ben, BitGrail, c'est exchange de quoi? Ben, là, voilà, on a quitté l'Asie, pardon. Maintenant, on est en Europe et on va quoi? BitGrail en Italie qui doit faire quoi? Arrêter toute activité. Donc, vous voyez que les problèmes continuent. Ici, on a envoyé certains, oui, et d'autres ici à Florence, en Italie. BitGrail, non, tu dois arrêter. Toujours les mêmes problèmes, régulation et tout ce qui va avec. On laisse l'Italie, on reste en Europe, mais on va en Angleterre. Et qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, ici, il y a un trademark. Et trademark, c'est quoi? Ben, une patente, hein, donc une marque déposée. Maintenant, ben, c'est quoi? Ben, Bitcoin. Il y a, comme vous voyez ici, une compagnie à Londres qui a réussi à s'approprier les valeurs, comment dirais-je, le nom Bitcoin. Donc ils ont pu le déposer, donc déposer leur copyright pour le nom Bitcoin. Donc là, ben, voilà, donc là c'est pas mal, hein. Donc on va voir ce que ça peut donner. Donc ouais, si on veut leur racheter, ben, ça va coûter cher. Et là, à Londres, on va dire, ils ont l'exclusivité par rapport à ça, par rapport à tout ce qui est le trademark. Donc voilà, donc là, c'est quelque chose d'assez curieux, mais vous voyez que même avec le nom Bitcoin, on peut faire du business. Donc voilà. Imaginez-vous si vous aviez l'adresse newsbitcoin.com ou bitcoin je ne sais pas quoi, que vous enregistrez cette adresse, il y a des adresses qui se vendent dans millions de requêtes. Beaucoup de business dérivés du Bitcoin. Ça va au-delà de ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Neil Ferguson. Ah, maintenant on va finir ici. Bon, on reste ici en Angleterre. Et qu'est-ce que l'on a ici? On a Neil Ferguson, donc c'est un économiste, une personne très connue, qui vient de parler à la Banque d'Angleterre et qui leur dit que le Bitcoin c'est le système financier du futur. Vous voyez, on parle de système financier. Donc vous avez vu déjà ce qu'il peut commencer à faire en tant que stock de valeur, en tant d'être rentier grâce au Bitcoin, en tant de faire ci et de faire ça. Vous voyez, il y a moins de problèmes au niveau du Bitcoin qu'on a des problèmes avec des fiat. Il y a des contrôles de capitaux vis-à-vis du fiat. Mais lorsque vous êtes en Bitcoin, bah non, bah moi je l'ai vu dernièrement, hein, transférer quelques milliers d'euros d'un compte de broker ici et récupérer l'argent. On me dit, bah tiens monsieur, pourquoi? Je dis, bah attends, c'est mon argent, je l'ai mis. Et on me dit, mais non, on vous rembourse par petites tranches. Et ça a pris une semaine, 2 semaines. Déjà, j'avais déjà parlé au début d'année lorsque j'avais eu la même histoire avec un autre broker, ben maintenant c'est partout. Et lorsque c'est en Bitcoin, eh ben non, il n'y a aucun problème. Ouais, même arriver à un exchange ou quoi que ce soit. Donc maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que je dis, j'ai horreur qu'on me prenne la tête. Pourquoi? Parce que je dois avancer tellement rapidement dans tout ce que je suis en train de faire au quotidien que ouais, ce genre de choses, pour moi, ça doit être quick. Ouais, de tac tac. Ouais. Pourquoi? Bah parce que je dois libérer de l'espace de mon cerveau pour pouvoir générer des idées, des stratégies et être à 100%, à 3000% lorsque je suis en train de faire mes opérations, être avec les clients, ainsi de suite. Alors maintenant, si maintenant je dois me casser la tête, vous voyez, comme avec Ticktail, une bête histoire comme ça, on est en 2018, là, mon ami. Et que ce genre de choses, c'est encore là, ben voilà, on zappe directement. Nous, on veut aller là, on avance bien rapidement, vite. Vous voyez que voilà, l'argent bouge rapidement. Et on veut bouger rapidement à faible coût, faible friction. Et le Bitcoin, ça me permet ça. Ça me dérange même pas de payer ben, les commissions que je paye par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'au moins c'est fait dans le temps et il n'y a personne qui va venir me casser la tête pour que, comment dirais-je, d'empêcher ma transaction ou des vérifications à la noix. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ben, c'est ça. Donc là, vous voyez, il dit bien que c'est le système financier du futur. Et là encore, je vous renvoie au white paper de Satoshi Nakamoto. Il faut l'avoir étudié. OK? Donc voilà, et pour lui, bah, c'est le futur de la finance. Et comme vous voyez, ouais, c'est un grand auteur, économiste, tout ce que vous voulez. Et il en a fait quoi? Ben, il a écrit pas mal de livres, hein, comme le livre sur l'ascendance de l'argent de la famille Rothschild, et ainsi de suite et tout ça. Et là, il a fait un séminaire à la Banque de Londres où est venu ben, parler comment dirais-je, de tout ça. Là, c'est mon neveu qui me parle. Oui, je suis déjà réveillé, mais on va parler après. Et donc, voilà. Donc maintenant, continuons. On va où? On va à BitPay.
Voilà, excusez-moi, je l'ai répondu rapidement pour dire qu'on allait parler après. Donc maintenant on continue et on va où? On reste en Europe et on va en Pologne. On voit BitBay et vous voyez BitBay aussi, qui est le plus grand crypto exchange en Pologne, qui a décidé de quoi? De bouger à Malte. Rappelez-vous, bah, qui aussi bouge à Malte? Binance, ainsi de suite et tout ça, et OKEx aussi. Donc vous voyez que voilà. Donc maintenant, bah, il se passe pas mal de choses. Et c'est quoi? Les banques, encore une fois, qui ont quoi? Ben, ont commencé à clôturer des comptes. Donc ouais, on va à la petite île ici qui, Malte, elle, ben, est crypto et Bitcoin friendly. Donc ouais, c'est ça, hein. Le capital va là où il va être super bien accueilli. Bien sûr aussi, après, il faut avoir des moyens de bouger, mais pour des business, ben voilà, c'est quelque chose qui peut être fait rapidement. Voilà, ben Malte, ils sont très malins. Ils veulent accueillir ce genre de business. Maintenant, on reste avec le côté régulation et on va en Autriche. Et voilà, ici, donc, vous voyez l'autorité des marchés financiers en Autriche. Et elles ont fait quoi? Ben, ils ont arrêté l'active management mining. Donc, c'est quoi ici? Il y avait une possibilité d'investissement. Vous voyez que c'était un fonds d'investissement qui investissait dans quoi? Ben, des personnes, au lieu d'investir dans les cryptos, ben, on investissait dans une activité minière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on a investi dans un fonds qui, lui, mine, mais le fonds, c'était lui qui décidait quel crypto on va miner. Donc, quel crypto maintenant, ben, sur base de leurs algorithmes, les algorithmes décidaient, ben, tiens, aujourd'hui, ben, telle crypto, c'est la plus avantageuse à miner aujourd'hui. Ben, on mine celle-là. Ben, demain, ça peut être une autre. Après-demain, ça peut être une autre. Et maintenant, l'autorité des marchés financiers est venue pour faire quoi? Ben, mettre un stop à cela. Donc voilà. Donc vous voyez qu'il y a toujours des choses qui sont en train de se passer. Les autorités sont toujours là pour venir, comme on dit, bah, mettre des bâtons dans les roues dans les business. Mais voilà, ça n'arrêtera pas le business. C'est une nouvelle économie, c'est un nouveau modèle de business. Et ceux qui n'est pas prêt, ben voilà, hein, il va se faire écraser comme un rouleau compresseur. Mais ceux qui sont du côté de la loi et qui ont le pouvoir, ben voilà, ils essayent de freiner cela au maximum et on le voit là. OK? Donc voilà. Maintenant, on continue et on va au niveau des institutions et on va à Washington. Ici, vous voyez que c'est l'Institut international de la finance. Et ici, vous voyez que c'est un gros panel. Donc, vous voyez exactement bah, qui c'est qui est en train d'organiser ça, les sponsors, ainsi de suite. Donc, vous voyez que là, au niveau, dans des hautes sphères ici de l'économie, on en parle et on parle de quoi? Du futur des cryptos. Donc, vous voyez que c'est super, super important. Vous voyez que c'est pas un thème anodin. Vous voyez qu'eux aussi, ils sont là et ils en parlent. Et ça, ça date il y a quelques jours. Hein. C'était il y a moins d'une semaine, cet événement. Et donc, ça continue. C'est à ce fameux événement qu'il y avait monsieur Jimmy Dimon qui est en train de parler, qui disait, ah oui, Bitcoin, une fraude ou quoi que ce soit. Vous voyez que c'était un long panel comme celui-ci de plus d'une heure. Mais on a juste extrait cette petite chose-là. Ouais, c'est quelques paroles là. Donc, comme je dis, il faut regarder la chose en entier. Il faut voir dans quel contexte il a dit ça. Est-ce qu'il a dit avant, est-ce qu'il a dit après. Donc, voilà. OK? Donc là, comme ça, vous l'avez. Maintenant, on va quoi? On va où? On va à un autre article ici. Et là, c'est quoi? Un vétéran, donc un ancien, no thanks, un ancien de Microsoft et de Nintendo. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Bon, c'est une personne qui a développé pas mal de games, qu'on voit ici à Nintendo, Microsoft et EA Sports vétéran. Ben, ils se sont mis ensemble, donc pas que lui. Donc ça, c'est l'initiative d'un d'entre eux, mais qui a réussi à convaincre ses anciens collaborateurs. Pourquoi? Bah, créer le futur du gaming dans le blockchain. Donc là, directement, lorsque j'ai vu ça, lorsque c'était, oui, Benjamin ici à Madrid, un de mes partenaires ici qui m'avait partagé ça, j'ai dit, waouh, c'est un truc qui est fort. Pourquoi? Parce que là, si maintenant on a des vétérans du gaming qui se mettent dedans, c'est ce que tente de faire d'un autre côté Justin Chen avec le Tron, avec Tron. Là, vous voyez vous avez des vétérans de l'industrie, donc on bossé à Nintendo, à Microsoft et EA Sports, donc ça c'est quelque chose de gros, et ils viennent se mettre dedans pour réellement faire quelque chose de puissant. L'industrie du gaming, c'est une grosse, grosse, grosse industrie, et retenez bien ce nom, 8 Circuit Studios. Ce nom est très 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 balèze. Ce nom, si je ne me trompe pas, si on met ça dans Crunchbase, on va avoir des trucs qui sont super super jolis. Donc attendez, on est là. On va y aller tous ensemble. On va aller à Crunchbase et on va mettre, c'était quoi le nom ici? 8 Circuit Studios. Et j'étais en train de le voir parce que je dis tiens, on allait commencer à regarder ça. Non, comme ceci. On va copier ça. On va aller là et on va à Crunchbase et on va rechercher ça. Voilà. Et on va regarder. Voilà. Ah non, c'est pas celui-là. Là, j'ai tapé n'importe quoi. Euh, C'était quoi là, le truc? Euh, Non, c'est 8 Circuit Studios. C'est pas la même chose exactement. Non, ce n'est pas celui-là.
Ouais, que là j'ai confondu par rapport au nom parce que j'avais vu Cloud 8. Cloud 8, c'est pas la même chose que 8 Circuit Studios. Vous voyez que les noms ont prêté à confusion. Mais on va lancer une recherche par rapport à ça. Mais c'est quelque chose de pas mal intéressant. Ouais. Mais là, s'ils se mettent ensemble, et comme ils disent ici, faire un jeu avec cela et que dans le jeu il y ait son propre argent, je veux dire, imaginez-vous, c'est quoi? Ben, c'est que moi, en tant que gamer, ben, circuler avec tout ce que je gagne dans tel ou tel jeu, le ramener là, à gauche, à droite, ça va être quelque chose de fort. Et ça me ramène à un film qui est sorti il n'y a pas longtemps de Spielberg, c'est Ready Player One. Et donc là, ben, si vous n'avez pas vu ce film-là, ben, je vous conseille de le regarder. Ben, vous allez voir que cette idée-là, ben, c'est pas un truc de fou. Vous voyez ça dans la fiction, mais maintenant, il y a des personnes qui vont faire cela dans la réalité. Et donc ça, c'est quelque chose de super fort, ça. Donc vous voyez que ça, c'est quelque chose de très fort. Et vous voyez que ce studio-là, ça fait 25 ans qu'ils sont dedans et ils ont fait des classiques, comme vous voyez ici, des Super Mario World, Donkey Kong, Country, Age of Empire, tout ça, c'est eux qui ont fait ça. Alors imaginez-vous ce que ça peut donner. Et imaginez-vous, vu que ce sont des personnes qui ont la capacité de faire ce genre de choses, maintenant vous mettez à cela le blockchain, donc que ce soit décentralisé, et vous mettez à ça un système de paiement dedans, ça va être un gros projet. Là, le projet, ça sent déjà bon. Pourquoi? Parce que c'est une industrie qui est là et qui est carrée. Ok? Regardez bien, Nvidia, c'est les GPU qui sont super connus. Ils ont eu un bon trimestre, ils disent oui, voilà, dans les 3 milliards qu'on a fait, moins de 10% c'était GPU, mais GPU pour les crypto miners, ouais, non, c'est pas mal, ça ne nous intéresse pas. Nos GPU, nous, on les veut pour les gamers. Et c'est des cartes qui coûtent. Alors maintenant, imaginez-vous, si maintenant les jeux aussi sont arrivés à ce niveau-là, ça va vraiment être quelque chose de fort. Vous voyez que c'est ça. Regardez les pénétrations dans les industries, c'est très important et c'est clé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va où? On retourne à Wall Street, donc on finit avec Wall Street. Donc là, on est dans la partie des banques et des investissements, enfin des institutions et ainsi de suite. Et qu'est-ce que l'on voit? Wall Street est en train de warm up, donc ils sont en train de s'échauffer pour rentrer dans quoi? Dans le trading des virtual currencies. Donc on voit déjà qu'il y a des trading desks qui vont être mis sur place, Goldman Sachs, JP Morgan, ainsi de suite. Mais on parle de Wall Street. Écoutez bien, ici on parle de Wall Street. Et je vous dis bien, je vous l'ai déjà dit, ne vous y trompez pas, ils étaient déjà en train de trader à travers le monde. Ce sont des corporations internationales, c'est-à-dire qu'ils peuvent trader où ils veulent. Ils traitent déjà à partir du Japon, ils traitent déjà à partir de la Suisse, ils traitent déjà à partir de la City et à partir de Hong Kong, etc. Le seul endroit à partir duquel ils ne traitent pas, c'est par rapport à la régulation, donc par rapport à la SEC et la CFTC, c'est à Wall Street ici. Lorsqu'on parle de Wall Street, comprenez Wall Street, la géolocalisation, donc l'endroit physique, Wall Street, Manhattan, New York Stock Exchange, c'est ça, et dans les États-Unis, au niveau de la régulation du pays. Mais ces entités qui sont des corporations ont des succursales partout dans le monde qui, elles, peuvent déjà commencer à trader. Et rappelez-vous, on a déjà vu que Jimmy Dimon, lorsqu'il parlait de cela, en Suède, on avait déjà montré leurs tickets. Vous voyez que lorsque vous passez un ordre à ce niveau-là, ben, tous vos ordres sont enregistrés. Et il y avait déjà des tickets passés pour trader des ETN depuis la Suède. Et que même là-bas, on avait attaqué en justice pour dire, bah, tiens, tu dis qu'il ne faut pas trader. Vous voyez que, par rapport à ces déclarations qui parlaient de fraude et ainsi de suite. Mais d'un autre côté, sa compagnie était en train de trader. Et lui, qu'est-ce qu'il disait? S'il attrapait un de ces traders qui tradait ça, il le virait. Alors il dit, non, monsieur, tu es un menteur. Donc il y avait pas mal de chefs d'inculpation qui disaient, bah, tiens, tu dis ça, mais tes traders, de qui tu es responsable, vu que toi, tu es le CEO du groupe international de toute la corporation, ben, comment ça se fait que tes traders, ils sont en train de trader en Suède? Et donc, il y avait déjà les preuves qui étaient faites. Ouais, et c'est ça. Pour le moment, le premier produit qu'ils ont, ils ont deux produits, donc ils ont trois produits. Ils ont les ETF, GBTC, pardon, ils ont l'ETF, ouais, le GBTC, ils ont les contrats futurs du CBOE et du CME. Et là, maintenant, les individus peuvent acheter eux-mêmes dans leur wallet. Et là, ils ont envoyé Goldman Sachs, Circle, et ainsi de suite, et Coinbase, vous voyez, tous ces trucs-là. Les individus eux-mêmes peuvent acheter. Mais au niveau des institutions qu'elles-mêmes soient la contrepartie ou bien qu'elles-mêmes viennent avoir des, comment dirais-je, des activités de market making, donc de créer le marché pour donc être la contrepartie, prendre du risque, ainsi de suite, il doit avoir beaucoup de choses. Donc là, rappelez-vous, je vous le dis toujours, il faut comprendre les concepts et les mécanismes. Ça, si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre ce qui est en train de se passer. Et ce genre d'article va prêter à confusion. Donc vous allez voir ça dire, ah ouais, non, tiens, ouais, ils vont rentrer. Ouais, non, super, l'argent va rentrer. Non, 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 non. On parle réellement de la structure du marché, ce qu'ils vont faire. Pour le moment, ils font du clearing. Donc s'assurer que tiens, tel client avait autant d'argent qui est passé de ce compte de capital risque ici pour aller vers le wallet à Coinbase, ben voilà, nous on est là pour faire le clearing. Donc s'assurer que tout est passé de A à Z et on a une commission par rapport à ça. Donc là, ils sont toujours dans le business. Vous voyez, ça c'est un des dérivés du business Bitcoin. Maintenant, quand on parle de eux-mêmes dedans, c'est-à-dire eux-mêmes trader pour du profit à travers leur branche de fonds spéculatifs et la branche de banque d'investissement.
et la gestion du risque. Pourquoi? Ben, risque par rapport aux clients si eux ils viennent jouer le rôle de market maker. Donc, vous voyez que ici, il y a des concepts à connaître et voilà, ça, c'est bien plus complexe que ça. OK? Et on va terminer ici avec cette vidéo ici où on va à LMAX qui est un exchange. Ici, premièrement, c'est un broker dérivé, donc CFD. Et maintenant, ils ont quoi? Ben, ils ont un crypto exchange. Donc, vous voyez que même eux, ici, comment dirais-je, ben, commencent aussi à rentrer dedans. Attendez, qu'est-ce qui se passe ici? Crypto skeptics cry. Voilà, donc ouais, comme elle commence en disant que tous ceux qui étaient sceptiques, ben, pourquoi est-ce que des gros exchanges comme ça ben, vont commencer eux-mêmes à lancer des choses pareilles. Donc, vous voyez que des exchanges qui commencent à bouger, enfin des exchanges, des brokers qui maintenant commencent à avoir des exchanges dédiés aux cryptos. Pourquoi? Ils ont déjà des clients. Moi, je vous le dis, j'ai bossé ici avec pas mal de brokers, donc HSafe UK Ltd sous le nom commercial d'IronFX et ainsi de suite. Et ils ont commencé à avoir une migration. Donc moi, j'avais pas mal de clients en portefeuille qui étaient là. Ben, les clients, ils ont commencé à bouger. Ils me dire, ouais, écoute Serge, tu sais quoi, ben, j'aimerais bien retirer les 10 000 que j'ai mis, j'aimerais bien retirer les 1000 que j'ai mis, les 2000 que j'ai mis, et quoi que ce soit. Ben, pourquoi? Ah bah tiens, ben, je préfère aller trader les cryptos. Tout à fait naturel. Ok. Ouais, c'est le broker qui perd les clients. Vous voyez, s'ils n'arrivent pas à s'adapter. Vous voyez qu'ils ont tenté de s'adapter en donnant des produits, des dérivés, ainsi de suite, mais c'est pas au point. Le client préfère, il est mieux sur Binance. Le client, il est mieux sur Bitstamp et ainsi de suite. Et donc, ouais, même moi, ces collaborations-là, bon, elles ont été arrêtées tout simplement pour ça. Pourquoi? Bah, parce que le monde est en train d'évoluer et ces brokers-là, bon, sont pratiquement obsolètes. Et vous voyez, enfin, oui, pratiquement, à part pour certaines entités, pour certaines choses, mais pour le petit public, la personne qui a 1000 euros, même 500 euros, 1000 euros, 2 3 000 euros, je vous le dis personnellement, vous êtes bien mieux dans un Binance ou bien mieux dans un autre exchange que dans une boîte de ce genre. Donc, vous voyez que maintenant, ils commencent à voir l'activité aussi, ben, exchange crypto. Regardez un Binance qui a fait bien plus de chiffres qu'eux. Et là, vous avez le CEO lui-même qui en parle. Donc, voilà, tout simplement, c'est ça. Là, c'est ça, hein, vous voyez qu'ils commencent à lancer venant leur premier institutionnel crypto exchange. Donc, vous voyez que là, l'argent est en train de rentrer dedans, mais terrible, 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 terriblement. Donc là, c'est un fait. Ouais, c'est ça c'est un fait. C'est une réalité. Donc, il y a une clientèle qui va rester au niveau des CFDs, ainsi de suite. Donc, toi, les gros exchanges, enfin, les gros hedge funds, les grosses entités. Et là, c'est pour leur trading de dérivés, pour leur spéculation, pour leur couverture. Là, oui. Mais maintenant, le gros public, le nouveau public, vous voyez que la plupart d'entre vous qui est ici sur le canal et qui avait commencé ben, le trading il y a peut-être un mois, et certains d'entre vous, c'est un mois, 2 semaines, 3 mois, un trimestre ou l'année passée, c'est par rapport aux crypto, c'est pas par rapport à l'action d'Apple ou par rapport à l'action de Carrefour ou par rapport à l'action de Nestlé ou quoi que ce soit. Non, c'est par rapport aux crypto, le Bitcoin et tout ce qui va avec. Donc vous voyez que là, il y a d'énormes clients, il y a d'énormes personnes, il y a d'énormes potentiels clients de demain qui ils vont être, comment dirais-je, voilà, c'est ça, intéressés par ça et non par le reste. Donc vous voyez que là, ben, il y a un business model qui change. Vous voyez, c'est ça aussi, les cryptos, ça change les business models. Et vous voyez que ceux comme Elmax qui sont malins, ils se sont adaptés. D'autres brokers sont morts. Même moi, j'ai abandonné 4 brokers déjà avec lesquels je bosse. Pourquoi ils ne se sont pas mis à jour? Ils donnaient des conditions de caca. Ils disaient, écoutez les gars, vous n'êtes pas au top, là, vous n'êtes pas au point. Franchement, à quoi ça sert que j'opère avec vous? Donc, ciao. Tout simplement, c'est ça. OK? Donc, voilà. On arrête ici la chose. Mot du jour, macroéconomie, comprendre cela, white paper de Satoshi Nakamoto. Si vous ne l'avez pas fait, bah, étudiez-le. OK? Et maintenant, ben voilà. Rappelez-vous qu'ici, c'est le dernier jour ici. Donc là, je vous laisse encore jusqu'à aujourd'hui, minuit. Donc on va dire jusqu'à demain, lorsqu'il y aura l'émission de demain, les prix seront déjà revenus full. Donc vous avez encore le temps de pouvoir avoir accès au Global Crypto Research, aux vidéos modules, et ainsi de suite. Et ceux, rappelez-vous, qui sont déjà clients, donc c'est-à-dire que vous avez ou les vidéos modules, ou un Global Crypto Research, ou le Global Crypto Research à l'année, ben, vous allez pouvoir vous réserver les prix, donc en promotion future, le jour où vous dites, bah, tiens, j'ai envie d'évoluer, de venir, d'avoir un an de consulting ou un an de solutions actives. Et il y aura aussi des solutions, on va dire, semestrielles et trimestrielles, à un prix super avantageux. Eh ben, là, en ayant déjà souscrit au vidéo module ou au Global Crypto Research, je vous ai dans la base de données avant demain, ben voilà, vous allez pouvoir bénéficier toujours de ce tarif-là. Uniquement exclusivement pour ceux qui étaient déjà souscrits, donc dire qui figurent déjà dans la base de données. OK? Donc voilà. Donc ici, on arrête l'émission du jour. Aujourd'hui, c'est une émission bien costaud. Donc rappelez-vous que cette émission, vous l'aurez disponible sur le canal YouTube. Donc là, comme d'habitude, hein, comme tous les jours. Et demain, on va commencer déjà en force avec le Bitcoin trading. Donc demain, Bitcoin et tous les dérivés du Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold. Donc on va suivre, voir exactement où on est. Ça va être une nouvelle semaine qui commence, nouveau mois qui commence. Donc plein d'énergie. On est toujours à fond, on est toujours au top. Donc on va continuer à peaufiner nos systèmes et nos stratégies. Et donc voilà, donc là, on recommence. Donc, ok. Donc une excellente journée.
journée à tous, un bon week-end et reposez-vous bien, gardez la tête froide, tranquille, on reste cool, on reste zen, on ne se précipite pas et on opère avec succès. Ça, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite et moi, je suis là pour vous aider avec ce que je peux. Ok? Donc, une excellente journée à tous, bon week-end, on se retrouve demain. Bye bye.